fait vivre, aimer la politique. Alain Duhamel de l'Institut est mon invité. Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Emmanuel Le Hardi, publié aux éditions de l'Observatoire. Évidemment, c'est Emmanuel Macron. Vous avez hésité avec Emmanuel le Téméraire. Pourquoi finalement cette hésitation? Parce que sa caractéristique, alors là, je pense qu'à peu près tout le monde le reconnaîtra, c'est de prendre des risques. De prendre des risques dans les décisions, de prendre des risques dans sa façon de se présenter, dans sa manière d'incarner. Et quand on prend des risques, de deux choses l'une. Ou bien ce sont, si j'ose dire, des bons risques. Ou bien la balance risque-inconvénient est positive, et à ce moment-là, c'est le Hardi. Ou bien elle est négative, et à ce moment-là, c'est le Téméraire. Et j'ai hésité, parce que très souvent, il est sur le fil. Il prend des décisions. C'est déjà important, parce qu'il y a beaucoup de gouvernements de pays proches qui ont pris soit carrément des très mauvaises décisions depuis le début dans ce domaine, en ce qui concerne le Covid. Bon, type Johnson, Boris Johnson au Royaume-Uni. Ou bien il y a ceux qui, au contraire, ont flotté, ne sont pas arrivés à prendre des décisions, type nos amis belges, qui du coup ont des chiffres qui sont particulièrement alarmants. Oui, mais là, vous n'auriez pas envie de dire c'est Emmanuel l'hésitant, là, parce que là, il hésite à reconfiner, par exemple. Non, je crois pas qu'il hésite beaucoup. Je crois qu'en fait, contrairement à d'autres membres de l'exécutif, il pense que le confinement global est une mauvaise décision. Et donc, il essaye d'attendre les dernières informations, puisqu'on sait qu'on les aura de toute façon dans 3-4 jours. Il attend ces informations-là et je pense qu'il va tenter un confinement partiel, c'est-à-dire plus supportable par les Français. Je crois que c'est ça le problème en ce moment. Ça veut dire qu'au fond, le politique doit l'emporter avec Emmanuel Macron, par exemple, sur le sanitaire. Ça veut dire que... C'est Jupiter. Ça veut dire que celui qui, à l'arrivée, sera le responsable, en bien ou en mal, aux yeux des Français, ça sera de toute façon Emmanuel Macron. Comme ça sera le responsable, il me paraît assez normal que ce soit celui qui tranche. Plutôt que des conseils, même si les conseils d'experts sont évidemment indispensables, évidemment. Et même si le point de vue du Premier ministre, du ministre de la Santé, etc., compte beaucoup. Mais il n'empêche, celui qui est le responsable, celui qui sera jugé politiquement, celui qui sera jugé doit être celui qui prend la décision. D'ailleurs, c'est le propre de la Ve République. Oui, mais donc en 2022, il sera jugé s'il se représente. Absolument. Vous dites, au fond, aucun président sortant n'est réélu, sauf en période de cohabitation. Mais là, vous dites, au fond, il cohabite avec le coronavirus. Oui, c'est ma thèse. Oui. Mais enfin, c'est une de mes thèses. Donc une thèse, ça n'est pas... Donc ça veut dire qu'il peut être réélu, ça n'est pas une évidence et ça n'est pas une certitude, une thèse. Mais ma thèse est que... Alors, ça, c'est un fait. Aucun président n'a été réélu sans cohabitation, mais que les cohabitations, les précédentes, les 3 cohabitations, étaient des cohabitations avec le leader de l'opposition, devenu Premier ministre, alors que lui, il cohabite en fait avec le Covid. Son alter ego et son adversaire, c'est le Covid. Et c'est une situation qui est évidemment totalement originale. Il faut bien dire que lui, de toute façon, je ne sais pas comment il fabrique son affaire, mais en permanence, il est dans des situations atypiques. C'est depuis le début. Parce que là, vous décrivez évidemment son parcours, on se le rappelle, mais il aura tout connu, les Gilets jaunes, et une élection avec l'affaire... La réforme de la retraite... Oui, l'affaire Fillon, enfin, tout ce qui a fait qu'il s'est retrouvé à 39 ans président de la République. Ah ben oui, c'est... sa caractéristique dans la conquête du pouvoir, ça a été l'intuition que les forces en présence étaient en réalité des deux côtés des faiblesses masquées. Et donc, il a osé faire ce que personne n'avait osé faire depuis le début de la Ve République. C'est-à-dire, alors qu'il faisait son premier pas réel en politique, qui n'avait pas de passé, qui n'avait pas de parti, qui n'avait pas vraiment d'image, de se lancer et de finir par l'emporter. C'était, en termes de probabilité 2 ans avant, c'était peut-être 2 ou 3%. Oui, il remplace Arnaud Montebourg au ministère de l'économie parce que Montebourg démissionne. Puis voilà, ça démarre comme ça en fait. Oui, d'autant plus qu'à l'origine, François Hollande l'aurait préféré comme secrétaire général de l'Élysée que comme ministre. C'est parce que c'est Manuel Valls qui a insisté. Après quoi, évidemment... Manuel Valls et lui se sont vite devenus rivaux.
Mais bon, ce qui est frappant, c'est l'audace. Oui. Dès ce moment-là, mais ça reste l'audace. Là, c'est lui qui prend des décisions. Je ne dis pas qu'à chaque fois elles sont bonnes, parce que par exemple, sur le premier confinement, on ne peut pas dire qu'on n'ait pas commis d'erreurs. On a commis des erreurs. Et ces erreurs, c'est lui qui les porte, forcément. Même si ça n'est pas toujours lui qui a pris une mauvaise décision. Bon, Oui. il est le responsable. Oui. Bon, le deuxième confinement, on s'y est mieux pris. D'ailleurs, on est dans une situation en ce moment privilégiée par rapport à nos voisins, l'inverse du premier confinement. Bon, mais à chaque fois, c'est lui qui a pris la décision. Confinement, déconfinement, confinement plus léger. Et là, maintenant, c'est lui qui va prendre la décision. Oui. Mais c'est clivant. Vous dites d'ailleurs, Alain Duhamel, il est aimé par une partie de la population pour les mêmes raisons qu'il est détesté par une autre partie. Absolument. C'est un marchand de passion. Si vous voulez, il déclenche des orages. Quelquefois à son avantage, quelquefois à ses dépens. Mais en permanence, il y a une partie de la population qui le déteste, mais comme on n'a jamais détesté ses prédécesseurs. Et surtout, qui le déteste depuis le jour où il est apparu, jusqu'à maintenant. Et puis une partie moindre qui, au contraire, considère que c'est ce qu'on a de mieux sur le marché. Et donc qu'il faut le soutenir périnde à cadaver. Oui. Il a d'ailleurs un socle qui peut lui laisser espérer quelque chose en 2022. Espérer, mais pas avoir de certitude. Parce que d'une part, on sait très bien qu'un président sortant a contre lui tous les autres candidats. Mais ils sont nombreux, hein, vous en citez plein dans le bouquin. Ça a toujours été comme ça. Ils sont presque trop nombreux. Hein. Oui, mais ça c'est un autre problème. Mais il aura tous les candidats contre lui, forcément. Bon, ça ne veut pas dire qu'il est battu, hein, parce que le fait d'avoir beaucoup de candidats aussi plus il y a de candidats, plus ils se détachent, et plus Marine Le Pen se détache aussi. Bon, et alors ce qui est compliqué aussi, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, c'est outre que ces élections auront lieu dans un climat invraisemblable, puisqu'il y aura au minimum les stigmates du Covid et peut-être la persistance de variants. On n'en sait rien. Oui. Dans 15 mois, on ne sait pas. Mais en tout cas, on a une certitude, c'est qu'on sera en crise économique et sociale, et que dans ces cas-là, les Français auront à choisir entre des sentiments opposés, ou bien un sentiment de prudence en se disant « Oh là là, ça va très mal, on a celui-là, il s'y prend pas toujours très bien, mais au moins on sait qui il est, et on va pas se lancer à prendre Marine Le Pen ou je ne sais qui. » Ou bien au contraire, il y aura un coup de colère, ça c'est très possible, un coup de colère de Français exaspérés parce qu'il y a 5 ans de crise, exaspérés parce qu'à ce moment-là, il y aurait par hypothèse 2 ans de Covid, et qui seront contre tout. Et donc contre lui d'abord. Oui. Donc quand c'est pas du tout par prudence que je dis que rien n'est joué. Au contraire, c'est extraordinairement ouvert. Oui, beaucoup, je le disais, de candidats, que vous citez d'ailleurs dans ce livre. Alors il y a des candidats, évidemment, Xavier Bertrand, Philippe Juvin même, que vous citez. Et puis il y a même peut-être un candidat populiste, vous dites, ça pourrait... Alors vous citez, il y a Bigard, il y a un certain nombre Zemmour, vous dites, enfin des gens qui peuvent... Le professeur Raoult. Oui, le professeur Raoult, vous dites, tout ça, rien n'est exclu. Non. Même le professeur Raoult pourrait... Mais alors, je ne crois pas qu'il en ait envie. Bon, mais alors ce dont je suis sûr, c'est que si le professeur Raoult se présentait, je suis certain qu'il aurait ses 500 signatures. Et je pense qu'il ferait un score, pas un score énorme, mais un score, j'imagine très bien qu'il pourrait faire jusqu'à 10%, ce qui modifierait beaucoup le rapport des forces des autres. Bon, mais on ne peut pas exclure une candidature comme ça, parce que dans ce climat-là, tout sera possible. Et on voit très bien que la puissance croissante à chaque élection présidentielle, mais vraiment croissante des réseaux sociaux, fait qu'il y a une part de démocratie d'opinion ou de démocratie d'émotion qui est tellement instable et imprévisible qu'il peut y avoir le surgissement de quelqu'un de non politique. Bon, cela dit, je dis ça non pas par précaution, mais ça n'est pas l'hypothèse la plus vraisemblable. L'hypothèse la plus vraisemblable sera au contraire un trop-plein de candidats très politiques. Oui, mais vous dites aussi qu'il est gaffeur. Alors, oui. On se souvient évidemment de ces petites phrases sur le pognon de dingue, sur les gens de rien. Maintenant, c'est les 66 millions de procureurs. Il le fait exprès ou pas? Non. Alors, c'est compliqué. Ma théorie, même chose, c'est une théorie personnelle, mais enfin que j'assume, c'est que c'est Alceste, le personnage du misanthrope.
C'est-à-dire Alceste, qui était un homme honnête et de qualité, mais qui croyait qu'il fallait dire tout ce qu'on pense, même si c'était insupportable pour les autres. Contrairement à Philinte qui disait, en société, il faut savoir se contrôler, il y a des choses qu'on pense mais qu'on ne dit pas à d'autres, ou qu'on dit quand ils ne sont pas là. Bon, Emmanuel Macron, il est comme Alceste, c'est-à-dire il pense quelque chose, il le dit, même si c'est irrecevable, même si ça le rend impopulaire, même si ça provoque une polémique, il le dit. Alors moi, ce qui me frappe, c'est l'extraordinaire différence, mais c'est un personnage complexe, hein. D'ailleurs, il assume, mais c'est l'extraordinaire différence entre d'une part des discours qui sont élevés, qui sont cultivés, qui sont recherchés, qui sont même quelquefois, disons, un peu snob intellectuellement, et qui sont quelquefois très beaux. Et à chaque fois, on dit, oui, quand même, il est intéressant, celui-là. Et puis, à côté de ça, ces phrases qu'il ne sait pas retenir et qui donnent au contraire un sentiment, disons, soit d'irréflexion, soit d'immaturité. Oui. C'est vrai qu'on pourrait dire que c'est le bonapartisme du XXIe siècle, malgré tout ce qu'on vient de dire. Oui, c'est ce que vous dites dans ce livre. Mais bonapartisme au sens bonapartisme civil, évidemment. Et bonapartisme du XXIe siècle. Il ne s'agit pas de dire que ce sont les mêmes enjeux. Et il ne s'agit surtout pas de mettre sur un plateau les deux personnages. Je ne compare pas du tout à Bonaparte. Mais au bonapartisme, c'est-à-dire un système dans lequel compte d'abord la rupture. Et l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est une vraie rupture, dans lequel compte le goût de l'autorité et même de l'autoritarisme, c'est-à-dire une concentration du pouvoir au bénéfice du président ou du premier consul, où il faut, si j'ose dire, une réformite aiguë, c'est-à-dire la passion de réformer et de transformer. Alors, Bonaparte pouvait le faire relativement facilement parce que la France entière était à ses pieds, et Macron doit le faire dans le tumulte général. Mais il essaye. Il faut aussi vouloir incarner, c'est-à-dire s'exposer, s'avancer, être sur la scène en permanence, sur l'avant-scène. Bon, c'est un point, là encore, commun aux deux. Il y a beaucoup de choses. Alors, c'est pas un mouvement bonapartiste au sens de le souvenir de Bonaparte nous éclaire et nous inspire, mais c'est ce que sont les critères objectifs du fonctionnement d'un régime. Oui, mais en même temps, une chose qu'il n'a pas forcément réussi, vous le dites aussi, c'est de donner confiance. La France est divisée. Cette France qui va arriver en 2022 dans l'état dont vous parliez, Alain Duhamel, à l'instant, c'est-à-dire une France irréconciliable. Alors, irréconciliable, j'espère que non, mais profondément déchirée, ça fait aucun doute. Et lui est quelqu'un qui a trouvé une France déchirée en arrivant et terminera son mandat avec une France encore plus déchirée. Et bien ça, c'est évidemment l'effet mécanique d'abord des crises qui se sont succédées, et du Covid, mais aussi de son style. À partir du moment où il décide et où il assume le fait de décider, quand vous décidez de façon ferme, eh ben dans ces cas-là, vous divisez. C'est inévitable. Alors, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la non-décision, mais simplement, c'est le risque, c'est le goût du risque, c'est le hardi. Oui, mais c'est la France aussi. Peut-être ingouvernable. Alors, aux moindres décisions, la France est divisée. La France est la démocratie la moins gouvernable du monde. Hein. Ça, c'est ma conviction depuis toujours. Je suis d'ailleurs pas le seul. Hein. Beaucoup l'ont dit, pensé et écrit. Quand il y a une France ingouvernable, je pense que c'est pour ça que la Ve République, c'est la solution. C'est-à-dire qu'il faut un pouvoir exécutif plus fort que le pouvoir législatif, et il faut, à l'intérieur de l'exécutif, un président plus fort que le gouvernement. Et c'est pour ça aussi qu'en poussant cette logique-là jusqu'au bout, finalement, je pense que la bonne sortie serait, alors ça, c'est pas ni pour ce quinquennat-là, ni probablement pour le quinquennat suivant, mais d'aller jusqu'au bout de l'évolution de la Ve République, c'est-à-dire vers un vrai présidentialisme, c'est-à-dire pas de Premier ministre, c'est-à-dire pas de droit de dissolution du chef de l'État, mais alors du coup un Parlement renforcé, donc un meilleur contrôle, donc un meilleur débat, et un président assumant ce qui est aujourd'hui la réalité, c'est-à-dire le pouvoir exécutif. Oui, merci Alain Duhamel. Vous lui avez envoyé le bouquin Bien sûr. Il vous a répondu parce que les précédents présidents
président, vous répondez, Oui, d'ailleurs, vous consultez parfois. D'ailleurs, il m'avait répondu au précédent, que Oui. je lui avais envoyé. Je pense que j'aurai une réponse, oui. Je ne sais pas du tout si elle sera aimable. Merci beaucoup, Alain Duhamel. Emmanuel Le Hardi, la politique comme on l'aime et comme elle est passionnante pour vivre avec. Les éditions de l'Observatoire qui publie le nouveau livre de Alain Duhamel. Merci beaucoup, Alain. Merci. Merci.